Salut tout le monde, bonne année 2024, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous commencez cette rentrée en pleine forme. Moi, pour commencer cette année, j'avais vraiment envie de faire une vidéo plus légère que d'habitude. C'est vrai que l'année précédente, j'ai couvert des sujets qui étaient quand même très lourds. En fait, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui me posaient souvent les mêmes questions sur comment j'organisais mes tournages, quel était le matériel que j'utilisais, comment j'étais devenue reporter, comment j'avais réussi à me mettre à mon propre compte sur YouTube. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une FAQ pour répondre à toutes vos questions en même temps. Je me suis dit, commençons 2024 en douceur, en discutant tranquillement avec vous. Alors, comme vous le savez, pour continuer à proposer des reportages de terrain, c'est essentiel que je trouve des moyens de financement. On va en parler juste après. Et je profite de cette vidéo FAQ qui est plus légère et pas journalistique pour avoir un sponsor. Et le sponsor du jour, c'est Emma, qui est une marque de literie. Alors, si vous voulez me soutenir, allez sur leur site et utilisez le code promo CAMREPORTER. Il est valable jusqu'au 6 février. Vous bénéficiez d'une remise de 10%. Ces 10%, ils sont cumulables avec les autres promotions qui sont actuellement sur le site des Winter Sales avec des réductions allant jusqu'à moins 50%. Alors, je sais que c'est pas du tout le genre de sujet habituel qu'on aborde ici, mais j'ai déménagé il y a quelques mois et perso, j'ai commandé plusieurs articles chez Emma que j'ai très hâte de recevoir. En fait, ils sont connus pour leur matelas surtout, notamment le Hybrid 2 qui a été testé le meilleur matelas en France en 2023. Alors, ce qui est très cool, c'est que vous pouvez essayer le matelas pendant 100 nuits et s'il ne vous convient pas, vous pouvez le retourner sans frais. Et les produits sont aussi garantis 10 ans. Alors, personnellement, j'avais pas du tout besoin d'un nouveau matelas. Du coup, j'ai opté plutôt pour leurs oreillers, le nuage essentiel et le nuage premium, qui semblent incroyablement confortables. Regardez ça, ça a l'air juste dingue. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais cette année a été pleine de changements personnels pour moi, avec des nuits très courte et je veux m'assurer désormais que chaque heure de sommeil va être confortable et de qualité, donc je mise grandement sur ces oreillers pour m'aider. J'ai aussi craqué pour leurs parures de lit. Alors moi je trouve qu'elles sont super classe et en ce moment il y a des promotions vraiment hyper intéressantes. Je vais vous avouer entre nous que mes draps actuels datent des années d'études. Alors commander chez Emma va enfin me permettre d'avoir une chambre qui ressemble à celle d'une adulte et ça va me faire du bien, croyez-moi. Si ces produits vous intéressent, n'oubliez pas d'utiliser le code promo CAMREPORTER lors de votre commande. En plus de profiter de 10% supplémentaires, ça contribue également à soutenir ma chaîne. Merci à Emma pour ce partenariat et merci à vous tous pour votre soutien. Maintenant, passons à nos questions dans cette FAQ de la rentrée. Alors, première question, comment ça va ? Ça va bien. Écoutez, j'ai fini l'année vraiment très fatiguée. J'ai créé ma propre boîte, je me suis lancée toute seule sur YouTube. En même temps que ça, je suis devenue maman. Voilà, j'ai une petite fille de 15 mois qui dort pas très bien, je vous l'avoue. Voilà, enchaîner l'émission, les tournages, les montages, j'étais vraiment épuisée. Là, pour mon tournage Israël-Palestine, je me suis même à moitié pété le doigt, là, qui fait 2 fois la taille de ce qu'il faisait avant. Donc, je suis un peu toute cassée. J'ai fini l'année, en tout cas un peu toute cassée. Je vais un peu mieux. J'ai pris 15 jours, 3 semaines, là, pendant les fêtes, pour vraiment me ressourcer. J'en avais besoin parce que j'avais l'impression que j'avais plus de créativité. Voilà, maintenant, je suis trop contente. Je reprends aujourd'hui ma rentrée et je suis vraiment trop contente parce que j'ai plein de vidéos que j'avais mis un peu en stand-by pour me proposer qui sont en préparation et que je trouve trop cool. Donc, j'ai vraiment hyper hâte de les publier. Là, je vais essayer d'avoir un rythme de publication plus soutenu qu'avant. Je vais essayer du moins. Donc, voilà, ça va bien. Alors, il y a une question qui revient énormément, et ça, je m'en doutais un petit peu, c'est pourquoi je ne travaille plus chez Brut. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, moi, j'ai passé quasiment 4 ans chez Brut. Auparavant, j'ai passé presque 10 ans en indépendante à faire du documentaire pour des grandes chaînes de télévision françaises. La télévision, voilà, je trouve que ça a vraiment ses limites. Il y a quasiment plus aucune case de reportage actuellement à la télévision française. Moi, je vous avoue que le métier était devenu très précaire pour moi. Je vendais un doc, j'avais de l'argent, et si j'arrivais pas à vendre un autre doc, j'avais plus d'argent, quoi. Et j'étais sur le point de quitter le métier quand Brut est venu me rechercher, et j'ai passé vraiment les 4 meilleures années de ma vie professionnelle chez Brut. C'était vraiment incroyable. On avait une équipe de dingue. J'avais un rédacteur en chef qui est vraiment le rêve de tout journaliste, qui s'appelle Mathias Hillion, qui nous faisait entièrement confiance. On avait quasiment carte blanche pour aller partout dans le monde, pour traiter tous les sujets qu'on voulait, en France, à l'étranger. On avait de bons moyens. Voilà, c'était vraiment le rêve de travailler là-bas. Et puis, en fait, je suis partie en congé mat. On était une équipe de 15 avant que je parte.
Et quand on est revenu, on n'était plus que 3-4. Mon rédacteur en chef n'était plus vraiment mon rédacteur en chef. Il y a pas mal de choses qui ont changé parce que comme toute boîte, hein, voilà, une boîte prend des décisions, change de direction. Et je me retrouvais plus vraiment dans l'organisation qu'il y avait à Brut. Et je me suis dit, voilà, c'est bien d'être 4 ans en CDI avec la sécurité de l'emploi, la sécurité d'un salaire. Mais j'ai envie de découvrir autre chose, j'ai envie de me donner des challenges, j'ai envie de voir jusqu'où je pourrais aller. Aussi, l'avantage d'être à son propre compte, c'est que je peux faire tous les formats que je veux. Brut, même si j'étais très libre là-bas, j'étais payée pour faire des reportages. Mais voilà, moi j'avais envie d'essayer plein de formats différents, de me sentir libre, de pouvoir essayer plein de choses, comme justement l'émission Meuf, Mère et Reporter, hein, qui va sortir là avant la fin du mois. Alors, autre question assez pertinente, penses-tu réussir à être viable économiquement en indépendante sur YouTube ? Eh ben, justement, c'est la grande question. Je me suis donné 6 mois, 1 an. Comme j'ai bossé en CDI pendant 4 ans, quasiment chez Brut, eh bien, j'ai la chance d'avoir le chômage qui me permet de couvrir mes dépenses quotidiennes et personnelles. Et mes reportages, en fait, on a une chance incroyable en France, c'est qu'on a le CNC, qui est le Centre national du cinéma, qui offre des bourses pour les créateurs et les créatrices sur YouTube qui se lancent. Et du coup, j'ai pu bénéficier de cette bourse-là qui m'a permis, par exemple, de financer le reportage sur Israël-Palestine et qui va me permettre de financer aussi dans l'année un reportage en Guyane. Ensuite, évidemment, il y a les sponsors, hein, justement, comme cette vidéo. Voilà, j'en profite d'avoir une petite vidéo qui n'est pas journalistique parce que malheureusement, les sponsors, ils raffolent pas trop des thématiques journalistiques. Et ça se comprend parce que c'est vrai que parler de scandales ou de choses comme ça, ça fait pas énormément vendre. Ensuite, évidemment, il y a mon Patreon, hein, qui est une page de financement participatif, hein, auquel vous êtes nombreux à participer déjà. Merci beaucoup. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, je vous mets le lien juste ici. C'est soit 1, 2, 3, jusqu'à 20 euros par mois en abonnement. Franchement, ça m'aide énormément. Là, on est déjà à 600 euros par mois. C'est quand même 3 jours de montage. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui me posent la question, c'est possible de faire un don ponctuel. Alors en fait, sur Patreon, vous pouvez juste donner 20 balles et vous désinscrire immédiatement. Si vous voulez pas que ça soit débité tous les mois, c'est très très simple. Et quelle autre source ? Normalement, je suis censée toucher de l'argent par YouTube, hein, parce qu'il y a des pubs sur mes vidéos. Alors malheureusement, quasiment toutes les thématiques que je traite sont démonétisées. C'est-à-dire qu'en fait, les annonceurs veulent pas être sur mes vidéos, donc je touche très peu d'argent de YouTube. Le but, c'est que je réussisse à faire quand même des vidéos qui sont monétisées, à faire grossir ma chaîne au maximum pour que les sponsors aussi me payent plus cher pour chaque sponsor et pour pouvoir avoir plus d'argent pour réinvestir ensuite dans les reportages de terrain. Donc voilà, c'est un peu de l'économie de bout de ficelle. J'aime bien aussi un peu avoir la pression, ça me permet de mettre un gros coup de pied au cul pour avancer, quoi. Et oui, quand même, je tenais à préciser, évidemment, ça coûte cher de faire des reportages de terrain, mais ce qui coûte cher aussi, c'est le matériel audiovisuel. Et je voulais faire un gros remerciement à Assistance Audiovisuelle, qui est une boîte de location de matériel audiovisuel avec qui on a bossé pendant très longtemps avec Brut. Marco a décidé de m'aider pour mon lancement sur YouTube seul et il me prête le matériel qui me permet de filmer cette vidéo et filmer mes reportages de terrain en attendant que je me développe un peu plus. Donc vraiment, merci Marco. Merci Marco. Alors justement, avec quoi je tourne ? Alors je tourne avec un Alpha 7S de Sony. Alors c'est pas du tout sponsor, hein. On est sponsor par Rema ici. Cette petite merveille est indispensable, je pense, pour des gens qui font des vidéos sur YouTube ou même pour la télé. L'avantage de l'Alpha 7S, c'est qu'on peut monter en ISO très haut, donc on peut travailler en basse lumière sans minette. Moi, je déteste avoir des minettes, des lumières artificielles lors de mes tournages parce que j'aime bien quand c'est sombre, que ça soit un peu sombre. Concernant les objectifs, s'il y a des techniciens ou des techniciennes qui regardent cette vidéo, zappez ce chapitre. Je ne suis pas du tout une grande technicienne. Moi, je suis vraiment en mode minimaliste dans mes tournages. Pour moi, l'image est au service de l'histoire. J'aime bien avoir un bon matériel fiable, mais je fais très simple. Moi, je préfère me concentrer sur les gens, sur le terrain. Si je passe ma vie à changer d'objectif, à changer de système son, les gens, je les perds, quoi. Surtout pour les sujets que je fais, des fois qui sont très sensibles. Donc, moi, j'ai un 24-105, qui est un objectif très basique, très polyvalent. Alors, par contre, à ne pas négliger, évidemment, le son. Comme on dit dans le milieu, les gens nous pardonneront toujours une mauvaise image, mais ne nous pardonneront jamais un mauvais son. Si on n'entend pas les gens qui témoignent, la vidéo est foutue. Et en fait, grâce à cette petite merveille, on peut brancher 2 micros XLR. Donc un micro Canon. Alors je vais vous montrer celui que j'ai souvent
Personnellement, j'en suis pas ultra fan. Alors, il paraît qu'il y a plein de gens qui l'adorent. Encore une fois, je suis toujours à l'arrache, avec des gens qui bougent, qui vont s'en aller bientôt. Des fois, j'ai pas le temps de brancher un micro-cravate, un micro-HF. Donc, j'aime bien qu'on puisse entendre vraiment bien la personne juste avec un micro-canon ultra directionnel, et celui-là, je trouve qu'il l'est pas vraiment. Donc voilà, grâce en fait à cette petite patte intelligente, on peut brancher les micros. Et donc on peut brancher un HF ici, et en fait ça s'enregistre directement dans la carte mémoire, les 2 pistes son. Quand on a le temps et qu'on est un peu posé, des petits micros HF. Alors moi j'ai un peu ce que tout le monde a dans le milieu, un des Sennheiser. C'est une très bonne marque, c'est une valeur sûre. Je vous conseille vraiment d'investir par contre dans un très bon micro cravate, ça c'est hyper important. Dans mes souvenirs, celui qui est d'origine n'est pas fou, donc n'hésitez pas à mettre quelques centaines d'euros supplémentaires pour avoir un très bon micro cravate. Alors évidemment, moi qui pars des fois très longtemps sur le terrain, qui aime bien filmer très long, beaucoup de batterie. Et le petit plus à avoir que moi maintenant je ne lâche plus, c'est un filtre variable neutre. Ça se met sur l'objet et en fait ça permet de faire comme des lunettes de soleil, et ça permet d'ouvrir son diaph à fond pour avoir du flou à l'arrière et avoir que la personne ou l'objet en premier plan en net. Ça permet surtout quand on est dans des zones où il y a vraiment des soleils très très forts avec des lumières très blanches, de donner un peu plus de couleur à son image, de douceur à son image. C'est pas très cher et c'est vraiment une grosse plus-value en tournage. Là, je sais plus combien ça peut coûter un peu tout ce matériel, mais en gros, pour s'équiper correctement, pour une mise de départ, je pense que c'est au moins 3 000 €. Évidemment, la question qui revient toujours et encore, c'est mon parcours et comment je suis devenue journaliste et reporter. Alors que bon, si vous étiez un peu plus assidu, vous sauriez que j'ai sorti une vidéo qui raconte tout ça. Je vais vous faire très court parce que si vous voulez vraiment des détails, allez voir cette vidéo, ce sera vraiment, là je rentre dans les détails. Mais moi j'ai fait de la mécanique automobile jusqu'à mes 17 ans. J'ai eu mon bac de méca et c'est vrai que c'était un rêve de petite fille de devenir grand reporter, photographe. Moi au début, photographe animalière. Je savais pas exactement. Et bref, avec l'adolescence, je me suis dit que c'était pas réalisable, que c'était un rêve qui était un peu inatteignable. Et en fait, c'est ma maman qui m'a mis un petit coup de pied au cul en me disant vas-y, inscris-toi aux écoles de journalisme publiques, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une école privée. J'ai fini par réussir à accéder à un DUT de journalisme à Cannes que j'ai fait en 4 ans, donc un DUT et une licence, j'ai redoublé, c'est pour ça que ça a pris 4 ans. Enfin, j'ai fait tous mes stages dans des pays étrangers, dans des médias étrangers, et ensuite je suis partie en Syrie, un peu comme ça, en mode freestyle, j'avais 21 ans, j'avais très peu de thunes, j'avais une toute petite caméra et tout ça. Et en fait, j'ai réussi sur place à tourner mon premier documentaire qui a été vendu pour France 5. Et à partir de là, en fait, tout s'est un peu enchaîné. Une fois qu'on commence à mettre un pied dans le métier, c'est beaucoup plus simple. Quoique, pas tous les jours, mais disons que ça ouvre les portes d'avoir déjà fait un docu. Vraiment, allez voir cette vidéo où j'en parle vraiment plus profondément, mais pour celles et ceux qui veulent des conseils pour commencer dans le métier. Les études de journalisme, c'est pas obligatoire, mais quand on est très jeune comme moi, 17 ans, ça permet de faire une petite culture G et de prendre confiance un peu en soi, d'apprendre à manier le matériel et à connaître un peu les bases du journalisme. Quand on est plus âgé et qu'on a déjà une petite culture du métier, franchement, la seule chose à faire, c'est d'aller filmer, faire des reportages, proposer à des médias et jamais se décourager. C'est un métier où il y a vraiment très peu de place pour beaucoup de gens qui veulent le faire. Mais voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de voie pour arriver au journalisme. C'est un peu au culot, je vous avoue. Et il y a des gens qui me demandent, oui, mais comment devenir reporter de guerre ? En fait, il n'y a pas de reporter de guerre. On est journaliste et en fait, on fait parfois des terrains de guerre. Si vous regardez ma chaîne et si vous regardez un peu mon travail sur Google, je n'ai pas fait que du reportage de guerre. Je fais plein de reportages aussi sur des sujets sociaux en France, sur des petites enquêtes, des portraits. Et parfois, je couvre des terrains de guerre. Et je pense qu'aucun journaliste ne fait que des terrains de guerre. C'est un terme que les gens aiment bien, qui est sexy, reporter de guerre. Donc voilà. Alors la question que je préfère, Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre ? J'adore. J'adore, surtout que je pense pas que la personne soit au courant que je suis une grande fan de Pokémon. Et évidemment, c'est Salamèche. Beaucoup de personnes me demandent si je prends des stagiaires. Franchement, j'aime pas exploiter des stagiaires que je paye pas. Si je peux pas me payer moi, c'est que je peux pas payer d'autres personnes. Les locaux sont chez moi, donc pour le moment,
Voilà, non, je prends pas de stagiaires. Pourtant, je pense que j'en aurais bien besoin, des gens qui me donnent un coup de main pour des préparations, pour des scripts et tout ça. Si un jour c'était le cas, je mettrai une annonce sur ma page Instagram si jamais il y a des étudiants journalistes qui sont intéressés. Voilà, vous serez au courant sur Insta. As-tu peur de l'échec? Qui n'a pas peur de l'échec? Franchement, cette question est rigolote, mais évidemment, j'ai peur de l'échec. J'ai décidé de quitter un CDI très confortable pour me lancer YOLO sur YouTube. J'ai un prêt immobilier sur les épaules, j'ai un enfant, j'ai beaucoup de responsabilités. Écoute, peut-être que je serai dans la merde dans peu de temps, mais au moins j'aurai essayé, au moins j'aurai aucun regret. Si vous vous abonnez à cette chaîne, ça me soutient, ça m'aide. Et voilà, vous pouvez m'aider à y arriver peut-être et pas être un échec. Voilà, j'espère. Quelle est la chose la plus dure dans le métier de journaliste? Tout. Je suis complètement passionnée, hein, mais c'est très fatigant comme métier. Le plus dur, je pense, c'est toujours à l'écoute des gens, toujours à sympathie, de toujours encaisser les récits des gens. On se prend beaucoup de critiques parce que en tant que journaliste, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour raconter la vérité. Et la vérité, fait pas plaisir aux gens. Pas toujours, du moins. On doit être un peu spécialiste de tous les sujets. Moi, je dois être au courant de ce qui se passe en Israël-Palestine, dans d'autres terrains de conflit, à l'étranger, et en même temps en bas de chez moi, sur les sujets sociaux. Parce qu'il faut pas que je dise de conneries en reportage. Il faut que quand j'interviewe les gens aient l'impression quand même que je maîtrise mon sujet. Et puis, ouais, il n'y a pas d'horaire. Il faut assurer un peu sur tout. Et en même temps, c'est un métier qui est passionnant, justement pour toutes ces raisons qui sont difficiles. Y a-t-il un pays où tu n'oserais pas faire un reportage par peur, conviction ou autre? Alors, tout ce qui est peur de la guerre, pas vraiment, parce que comme toujours, un terrain de conflit, en fait, il n'y a jamais tout le pays qui est en conflit. Il y a des zones qui sont safe, on peut travailler sur des blessés de guerre, sur l'impact que peut avoir la guerre sur un pays sans forcément être en première ligne. Ça m'arrive d'être en première ligne, mais c'est pas toujours là où on raconte les meilleures histoires. Donc non, j'ai quand même 10 ans d'expérience, j'ai pas particulièrement peur d'aller dans ces pays-là. Il y a un truc quand même, depuis que je suis maman, je pense qui me fait plus flipper, c'est le côté un peu kidnapping ou prison. Tous les pays où le fait d'être journaliste pourrait impliquer une arrestation. Par exemple, là, la Corée du Nord, c'est un truc qui m'aurait intéressé il y a quelques années. Et c'est vrai que maintenant, en tant que maman, je me dis, mais putain, si je finis en tôle pendant 10 ans ou en camp de travail forcé pendant 10 ans, je vais pas voir ma fille grandir. Et là, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment chier. Donc, c'est plutôt ces pays-là, les grosses dictatures, où tu peux finir en tôle, que je crains. Pas vraiment les pays en guerre ou les autres pays, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, beaucoup de questions aussi sur comment j'encaisse un peu, justement, ces terrains de conflit, les atrocités que je peux voir, comment je fais pour dormir après tout ça. Je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Alors évidemment, hein, ces reportages, ils me touchent, ils m'impactent. Je suis une humaine comme tout le monde. Mais voilà, je crois que je ne suis pas, en tout cas au bout de 10 ans d'expérience, je pense que je ne suis pas trop sujette au ce qu'on appelle PTSD, les chocs post-traumatiques. Je passe pas à autre chose parce que j'oublie jamais tout ça. Mais ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas d'être heureuse en famille, avec mes amis, ça m'empêche pas de continuer à vivre. Tant que je me sens utile, en fait, j'ai pas ce problème de trauma. Parce que j'ai l'impression de faire ça pour une bonne raison. Et donc, ça donne un sens, et voilà. Il y a quelqu'un qui pose la question aussi, est-ce que tu comptes refaire des lives sur Twitch? Oui, parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas très nombreux à avoir suivi que j'ai fait des lives sur Twitch. Tout simplement parce qu'ils ont été très peu nombreux et très courts pour une très bonne raison. Les problèmes techniques, j'ai récupéré gratuitement un iMac. Et moi, je pensais, c'est un super ordinateur, c'est bon, on va pouvoir faire du live Twitch avec. J'achète la caméra, tous les câbles. Sauf qu'en fait, on a fini par me dire que en fait, personne ne live sur Mac. Je suis assez triste parce que moi, j'aimais bien l'exercice du live. Le côté très naturel. Peut-être, j'imaginais qu'on pouvait peut-être rechercher des sujets ensemble, vous montrer un petit peu comment je préparais mes sujets en amont, comment je montais. Enfin, essayer de montrer un peu des coulisses ou alors débattre de sujets d'actu ou peut-être avoir des invités et malheureusement en fait j'ai dû tout arrêter à cause de problèmes techniques que je ne pourrais a priori pas résoudre du moment que je ne pourrais pas changer cette chose. Donc écoutez, si jamais quelqu'un est très doué en live sur Mac et arrive à trouver une solution, je suis preneuse, contactez-moi en message sur Instagram. J'ai pas de gros moyens pour le moment, mais si il y a un petit billet à lâcher pour que quelqu'un vienne me faire ce setup,
Je crois que je suis prêt à le lâcher parce que j'ai vraiment trop envie de le faire. Alors, combien de temps j'ai en gros pour monter mes vidéos, gérer les réseaux et compagnie? Monter une vidéo, c'est ultra variable en fonction du sujet, en fonction de la durée de la vidéo. Ça peut aller d'une journée pour une FAQ à une dizaine de jours pour un documentaire très complexe. Moi, il y a un truc, j'ai une limite que je me suis mise dans ma vie, c'est de pas faire les montages moi-même. Alors, c'est vrai que financièrement, ça a un coût de payer des monteurs. Mais genre, je peux pas tout faire. Je m'occupe absolument de tout. Là, depuis que j'ai une entreprise, du coup, je dois gérer la compta, les contrats des gens, les ressources humaines, toute la paperasse dont j'ai horreur et qui me demande un effort considérable. Et tout ça, franchement, ça me prend au moins la moitié de ma journée de travail, au moins. La gestion des réseaux, franchement, je la bâcle et à mon avis un peu trop. Parce que je suis pas une meuf sur des réseaux trop, tu vois, je me force un peu. Donc, très peu de temps sur les réseaux. Alors évidemment, aussi des questions sur comment je combine ma vie de maman avec la couverture de terrain difficile. Je pense de manière générale même d'être journaliste. Alors ça, on va vraiment en parler en profondeur avec 3 copines à moi qui sont aussi grands reporters et qui sont elles aussi mamans dans un podcast filmé qui va sortir à la fin du mois. Mais pour vous résumer, en gros, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout que mon mec fait le même métier que moi aussi. Je donnerai pas de nom quoi que ce soit parce qu'on veut garantir notre vie privée. Mais lui aussi a un planning extrêmement chargé. Et c'est vraiment du jonglage, quoi. Je suis constamment tiraillée entre le fait de sortir des vidéos, de faire plein de contenu, de faire ma passion et le fait d'être une maman cool et qui est présente. Franchement, c'est le chaos. Franchement, c'est difficile. Combien de langues je parle J'ai déjà pas mal de mal avec le français. Vous avez dû remarquer, des fois, je fais des fautes de français. C'est terrible. Je suis censée parler l'anglais, normalement, un peu, pas trop mal. Je baragouine un peu d'espagnol, un peu d'arabe. Mais franchement, je suis nulle en langue étrangère. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui me posent la question de comment je prépare mes reportages, comment je trouve des fixeurs, c'est-à-dire des guides traducteurs sur place dans les pays étrangers, comment je me rends sur place. C'est très difficile de vous répondre parce qu'en fait, c'est vraiment du cas par cas. Pour trouver des fixeurs, c'est-à-dire des guides traducteurs, des gens qui nous accompagnent sur le terrain, c'est vachement du bouche à oreille. Le milieu du journalisme, surtout du grand reportage, du journalisme à l'étranger, c'est un petit milieu. On se connaît presque tous plus ou moins, ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je sais pas, moi, je veux préparer mon reportage sur Israël-Palestine, comme je l'ai publié il y a pas si longtemps que ça. J'ai un pote qui s'appelle Samuel Forêt, qui est basé à Jérusalem. Je vais l'appeler, je lui dis mec, écoute, je voudrais parler de ce sujet-là, est-ce que tu penses que c'est réalisable? Oui, non. Et je lui demande s'il n'aurait pas un contact à me recommander pour m'accompagner sur place. Si j'ai pas un collègue qui habite directement sur place, je vais contacter un collègue qui a été dans le pays en question récemment. Si je connais personne qui a été dans le pays récemment, je vais demander, on a des groupes de discussion entre journalistes, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été dans ce pays il n'y a pas si longtemps que ça? Et encore une fois, il y a vraiment personne parce que c'est un pays qui est peu couvert, là, il existe des groupes Facebook, oui, à l'ancienne, des groupes Facebook où on peut mettre une petite annonce, voilà, je vais pas dans ce pays-là, je prépare un reportage sur ci, ça, est-ce que vous connaissez un fixeur? Et là, en fait, ces groupes-là, ils sont vraiment internationaux, donc ça permet d'élargir énormément la demande et pas que dans le journalisme français. Des fois aussi, ça arrive, on arrive sur le terrain, on n'a personne, on n'a pas de fixeur, et on rencontre un étudiant qui parle anglais, on rencontre un journaliste local qui parle anglais, et qui se propose ou à qui on propose de bosser ensemble pour le reportage. Ensuite, comment on rentre dans le pays? Encore une fois, ça dépend du pays, ça dépend de la situation. Parce que des fois, en fait, les pays qui sont en guerre, vraiment, comme l'Ukraine ou la Syrie à l'époque, les espaces aériens sont clos. Parce que comme il y a des avions de chasse et tout ça en l'air, les avions commerciaux ne peuvent pas voler à ces endroits-là où c'est trop risqué. Donc, il faut atterrir dans des pays voisins et puis essayer de traverser la frontière, des fois légalement, des fois illégalement, avec des passeurs. En Ukraine, par exemple, quand j'y étais, là, il fallait atterrir en Pologne, prendre une bagnole jusqu'à la frontière ukrainienne, soit prendre un train, soit traverser la frontière à pied. Enfin, ça a pas mal changé. En fait, d'un mois à l'autre, les façons de rentrer dans un pays peuvent être très différentes. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions que vous vous posez. J'espère que ça a été cool, que vous avez appris des choses, que vous avez aimé. Merci encore une fois à tous celles et ceux qui me soutiennent. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est ce qui soutient le plus ma chaîne. En plus de ce petit Patreon, voilà, qui me permet de payer quelques petits jours de montage en plus chaque mois. Merci à celles et ceux qui m'envoient des messages super gentils tout le temps. Ça me touche trop, vraiment, vos messages me réchauffent le cœur quand des fois c'est difficile. Voilà, je suis contente de vous avoir comme communauté, j'espère que ça va durer très longtemps et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao.